Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans les allées et venues depuis 1 an et demi pour moi à Carcassonne, je médite à chaque fois la phrase d'Olivier Soudieux qui dit « Il y a dans la tête de celui qui marche quelque chose qui avance ». Et je peux vous dire que depuis qu'on marche à Carcassonne, on a eu le temps de construire le programme. Hein. Fred disait hier, on avait retravaillé la vocation. La vocation, on l'a retravaillée sur un travail qui a duré 3-4 mois. Et Marianne, qui a travaillé, la consultante qui a travaillé avec nous, qui a interviewé plein de personnes chez Germe, elle nous dit qu'il y a de la magie chez Germe. La magie, elle réside dans le collectif. Bon, alors, ce bouquin, c'est une véritable belle histoire. Véritable belle histoire. Et là, c'est le moment pour moi de remercier les personnes qui se sont investies sur ce livre. Et je vais appeler sur scène 3 personnes qui ont témoigné dans ce livre et qui font que Germe est là aussi aujourd'hui, évidemment. Je voudrais appeler Pierre Burello, Daniel Mazzoneni et Frédéric Dufaux-Joël. 3 présidents successifs de Germe. 20 ans de Germe. Moi, l'image qui me vient, c'est un arbre. Voilà, quand en 2007, j'ai pris la présidence de Germe, c'était un petit arbre prometteur. Voilà. Et puis aujourd'hui, il est devenu un grand arbre. Ses racines se sont approfondies. Elles s'entremêlent les unes avec les autres, et puis elles s'entremêlent aussi avec d'autres arbres qui sont à côté. Et j'ai bien aimé ce thème de la transformation de notre société et de cet attachement à l'environnement. Je crois qu'on en rejoint d'autres qui sont dans des démarches équivalentes. Et donc nous prenons nos racines et nous nous enracinons davantage, nous croisons nos racines avec les autres. Tout ça pour donner un arbre que je trouve épanoui, voilà, avec de nouvelles branches aussi, Germe Plus, Émergence, et d'autres viendront encore. Et puis, surtout de cet arbre, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est les fruits. Et les fruits, ben, c'est vous. C'est une aventure, c'était quelque chose qui était déjà bien lancé. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'on maintient les valeurs, on grandit, c'est très clair. Regardez, on est 1450 aujourd'hui, Jean-Luc. 1450, à Autran, on était 850. Et il faut maintenir les valeurs, il faut arriver à avoir une gouvernance qui reflète tout ça. Et so far, so good. On a bien réussi et c'est un exemple, alors pas d'holacratie comme ce matin, j'étais dans l'atelier, mais on est quelque part dans cette dimension. Qu'est-ce qui fait grandir les arbres? C'est la sève, et je crois que la sève de Germe, c'est l'amour. Et cet amour qui nous relie, et s'intéresser à l'autre, s'intéresser aux autres, fait que ça nous fait grandir et tous grandir, faire du bien. Et pour nos 20 ans, j'ai envie de nous souhaiter, on dit, quand on aime, on a toujours 20 ans, et quand on a 20 ans, on aime toujours. Donc je nous souhaite, et je souhaite à Germe d'avoir toujours 20 ans. Merci à tous. Fred, Daniel, merci. Je vais rester avec Pierre. Ce matin, j'avais envie de vous parler de l'INSEE. L'INSEE, c'est pas l'INSEE, apostrophe. L'INSEE, c'est un jeune accueilli par Apprenti d'Auteuil. Non, rassurez-vous, j'ai un peu envie de vous faire rêver, si vous voulez. Donc, j'avais pas fait gaffe, mais c'est en vous le disant que je me rends compte que l'INSEE, c'est l'INSEE. L'INSEE, c'est un enfant qu'on a accueilli, il avait 8 ans, à Marseille. Et on peut dire que l'INSEE, il était fâché avec l'école. Voilà. Ou l'école était fâchée avec lui, je ne sais pas. En tout cas, ça ne prenait pas. Voilà. Et il était en train de perdre confiance en lui et en train de se dire, de toute façon, quoi que je fasse, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc magique. On lui a mis dans les mains un violon. Waouh! Et oui, à Marseille, chez Apprenti d'Auteuil, on a mis en place une formation à la musique pour les jeunes qui n'ont jamais touché un instrument. Ils ne sont pas non plus dans un environnement familial qui fait qu'ils sont familiarisés avec la musique. Et donc lui, on lui a mis cet instrument dans les mains. Et on lui a dit, on va t'apprendre à jouer. Alors au début, il nous a dit, non, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Eh bien si, avec une méthode et de la pédagogie, il a pu y arriver. D'autant qu'à côté de lui, il y avait aussi son institutrice et son éducateur. Alors là, il s'est dit, bon, je ne suis pas tout seul. Et ils étaient comme ça quand même 50. Voilà, comme l'INSEE. 3 ans après, c'était au mois de juin dernier, ils sont allés à la Philharmonie de Paris. Rien que de vous en parler, je suis comme ça. Ils sont allés à la Philharmonie de Paris.
Ils ne sont pas allés tout seuls, ils sont allés avec leurs parents. Voilà. Ils sont allés avec leurs parents. Je peux vous dire que ça vibrait d'émotion. Voilà. Quand les petits sont rentrés sur scène, entourés de grands adultes professionnels, donc on mixait les professionnels de la musique, de l'orchestre philharmonique, des éducateurs, des instituteurs, des institutrices et des jeunes de 8 à 12 ans. On a ici avec nous une personne qui, il y a 20 ans aussi, était à l'initiative de cette démarche. Voilà. C'est-à-dire aller dans des endroits, dans des quartiers où les jeunes ne sont pas familiarisés avec la musique, où ils ne sont pas aussi non plus très à l'aise avec les apprentissages et comment utiliser la musique pour renforcer la capacité à apprendre et aussi, tout simplement, goûter la musique. Voilà. Et cette personne qui est là aujourd'hui, c'est Zaya Ziouani, que j'appelle et que je vous demande d'applaudir. Alors Zaya, est-ce que déjà tu peux nous raconter ta vie? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Ben, s'il te plaît. Bah écoutez, c'est gentil, merci. En tout cas, un grand merci de votre accueil. Et puis, je suis ravie de partager ce moment avec vous, qui est un moment symbolique, historique, et du coup, qui résonne aussi dans mon parcours et puis dans ce qu'on a construit avec les musiciens de l'Orchestre Divertimento, que certains d'entre vous ont déjà pu rencontrer depuis hier, que vous allez pouvoir découvrir aussi tout à l'heure, puisque nous aussi, c'est un orchestre qu'on a créé il y a 20 ans. Donc, on fête également cette année nos 20 ans. Donc, c'est un très bel âge. Voilà. Merci. Et donc voilà, donc avec tout ce que ça demande comme justement comme engagement, comme investissement en effet, toutes les idées qu'on a voulu y mettre. Et donc du coup, c'est vrai que ce projet, il n'est pas né de nulle part. Et en effet, bon, moi, j'ai grandi dans le département de la Seine-Saint-Denis, où j'ai appris la musique. Voilà, dans ce département. Alors c'est vrai que c'est aussi une histoire familiale, puisque tout à l'heure Pierre parlait justement d'éducation, du rapport avec les parents. Moi j'ai eu la chance, en tout cas, même si on a évolué dans un milieu modeste en Seine-Saint-Denis, d'avoir grandi dans une famille où mes parents étaient très soucieux justement de l'instruction, et donc ce sont eux qui nous ont fait découvrir la musique. Et j'ai une sœur jumelle, Fétouma, que vous allez découvrir tout à l'heure au violoncelle, et donc toutes les deux on était passionnées de musique. Et quand on a demandé à nos parents de pouvoir faire de la musique, ma mère, elle a été nous inscrire au conservatoire de Pantin, là où on a grandi. Et en fait, on lui avait dit qu'il restait qu'une seule place. Et donc ma mère n'a pas voulu choisir entre ma sœur ou moi. Et donc du coup, elle a inscrit notre petit frère. Voilà. Du coup, notre frère Mehdi qui a commencé la musique, et du coup, ma mère, elle allait au cours, elle prenait des notes. Alors, elle connaissait pas du tout la musique. Elle avait un cours d'avance sur nous. Et puis après, en rentrant à la maison, elle nous transmettait en fait ce qu'elle avait noté pendant les cours, et ce qui nous a permis, voilà, ensuite. Bravo maman. Voilà. Hein. Ce qui nous a permis, voilà, ensuite de pouvoir intégrer le conservatoire en cours d'année, et puis après de se lancer dans cette belle aventure autour de la musique. Moi, j'ai commencé par la guitare classique, et j'avais absolument envie de découvrir l'univers de l'orchestre symphonique. Et vous allez assez comprendre rapidement pourquoi. Parce que déjà, d'une part, c'est une musique qui est fantastique et que j'écoutais beaucoup à la maison, les symphonies de Mozart, les opéras. Voilà, d'une façon générale. Et puis, voilà, donc j'ai voulu faire un autre instrument, puisque la guitare classique, il n'y en a malheureusement pas dans les orchestres. Et donc, j'ai joué l'alto, qui est un instrument qu'on retrouve au centre de l'orchestre. Et pour moi, ça a été une vraie découverte, puisque l'orchestre, c'est vraiment une grande famille, à la fois avec tout... Et puis voilà, un grand groupe qu'il faut pouvoir à la fois investir, intégrer, avec voilà, des relations fantastiques, des relations qui ne sont pas forcément toujours faciles, un équilibre à trouver. Et donc d'avoir découvert cet univers de l'intérieur, ça m'a beaucoup intéressé sur le plan musical dans un premier temps. Et j'avais surtout envie de mieux comprendre cet univers de l'orchestre. Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu des conducteurs d'orchestre. Ce sont les partitions qu'a le chef d'orchestre, où il y a les parties de chaque instrument, puisque... Par exemple, vous allez le voir tout à l'heure, chaque musicien a la partie qui correspond à son instrument, et le chef d'orchestre a ce qu'on appelle un conducteur. D'ailleurs, c'est assez révélateur comme terme, une partition où il y a tous les instruments. Et j'ai commencé à me plonger dans ces conducteurs pour mieux comprendre l'univers de l'orchestre. Et puis, j'ai souhaité m'engager dans cette voie. Et quand j'ai commencé un petit peu à en parler autour de moi, notamment à mes professeurs de musique, tout de suite, il y en a certains qui pourtant étaient bienveillants, exigeants aussi, donc étaient quand même très consciencieux par rapport à leur travail
à notre égard, et on commençait à me dire « Ouh là là, Zaya, n'y pense même pas, ce n'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes, donc concentre-toi sur tes études, et c'est sur tes études d'instrument. » Puis un jour, j'ai eu la chance de faire à la rencontre d'un grand maître de la direction d'orchestre qui s'appelle Sergiu Celibidache, qui était une très grande figure de la direction d'orchestre au XXe siècle, et du coup, voilà, que j'ai rencontré et qui m'a permis d'intégrer sa classe et tout de suite d'être dans l'apprentissage de cet art de la direction d'orchestre. Alors c'est vrai que c'était pas forcément évident, parce que dans un premier temps, on voit plutôt les profils que l'on voit des chefs d'orchestre, c'est plutôt des hommes, plutôt assez âgés, parce que traditionnellement, c'est un métier qu'on a abordé plutôt dans une deuxième partie de carrière. Et moi, je suis arrivée, j'étais jeune, j'étais une femme. Et puis voilà, venant d'un département où on n'attend pas du tout la musique classique, où on n'a pas forcément cette image de l'excellence et de l'exigence. Et donc du coup, voilà, c'était voilà, il y avait tout à faire, j'avais plein d'idées, et donc c'est comme ça qu'est né le projet de l'Orchestre Divertimento. Et alors, en venant ici ce matin, Zaya, tu as envie de vivre quoi? Ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est peut-être en effet, une partie de cette histoire, c'est que il y a 20 ans, en effet, il n'y a personne qui croyait en nous, personne qui croyait en moi. Et puis petit à petit, des idées qui me paraissaient moins importantes, qui nous paraissaient à tous importantes, de pouvoir investir des territoires où habituellement la culture est peu présente, en tout cas la culture de la musique symphonique et classique, de croire en effet dans la jeunesse de ces territoires-là, même si parfois ils sont face à des réalités difficiles. Donc ils demandent à s'interroger, de savoir comment on peut aller vers une même exigence, mais comment on peut les amener différemment. Donc avec des projets comme ceux que vous avez présentés tout à l'heure, ou d'autres aussi. Et puis voilà, donc il y a dans notre milieu musical, il y a 20 ans et encore un peu maintenant, souvent on a l'habitude un peu de cloisonner les univers, et il y a les artistes d'un côté et puis les enseignants de l'autre. Et puis les enseignants, c'est ceux qui n'ont pas réussi à être des très bons artistes. Et puis il y a ceux qui jouent la musique d'un côté, classique, et puis il y a ceux qui font les autres musiques. Mais bon, la musique classique, elle est quand même mieux que les autres. Et en fait, au contraire, nous, on a surtout voulu montrer que c'était pas ça du tout l'image de la musique, et que dans l'orchestre, il y avait aussi des gens qui pouvaient apporter d'autres qualités, d'autres ressources. Et donc, dans justement la mise en place de l'orchestre Divertimento, et ben moi, j'ai souhaité avoir d'excellents musiciens, mais qui étaient aussi d'excellents pédagogues, et certains qui, comme vous allez pu le voir, vous allez le constater tout à l'heure, qui avaient aussi d'autres qualités, d'autres compétences dans d'autres musiques, du jazz, de la musique d'Afrique du Nord ou autre. Et c'est ce qui nous a permis de développer un projet, même si ça paraissait dévalorisant il y a quelques années, nous, on a continué à croire dans notre projet, dans nos valeurs, à jamais baisser les bras, même si parfois il y a des moments de découragement. Et donc maintenant, l'Orchestre Divertimento, avec ses moyens, à sa mesure, il est quand même présent dans le paysage musical. On est présent dans les grandes salles nationales et internationales en France, aux côtés de grands orchestres. Et donc, même si on n'avait pas énormément de réseaux et de ressources, et grâce à nos idées, qui à l'époque n'étaient pas forcément très dans l'air du temps, mais on a été toujours... essayer d'être toujours innovant, d'être toujours créatif, de ne pas s'installer dans notre zone de confort, et dès qu'on trouve une idée intéressante, de continuer à l'explorer, puis d'en trouver une autre. Et donc, pour continuer à proposer des projets qui font que maintenant, on a cette place dans le milieu musical. Justement, tu nous parles d'innovation, et c'est aussi une manière de transformer notre monde. Tu peux nous donner quelques exemples ? Nous, on a voulu faire du lien entre justement plusieurs styles de musique, en montrant comment, dans l'histoire, des grands compositeurs s'étaient inspirés de musique traditionnelle et populaire. Ça peut être le jazz avec les compositeurs américains, ça peut être justement la musique française avec les musiques d'Afrique du Nord ou d'autres régions d'Europe, par exemple. Et donc voilà, de montrer un petit peu ce lien-là, ça a été aussi une façon différente, parce que c'est vrai que quand on a commencé à présenter ces projets à la Philharmonie de Paris, on n'avait pas du tout l'habitude de voir un orchestre classique jouer de la musique classique arabe ou de jouer un standard de jazz, par exemple. Et donc ça a demandé aussi beaucoup de moyens, nous, pour pouvoir le travailler, parce que forcément, un orchestre, il faut arriver à le faire swinguer, à faire en sorte que cette musique, elle soit légitime et crédible quand on la joue. Et puis surtout, l'innovation la plus peut-être flagrante, ça a été que, après toute cette expérience qu'on a acquise en Seine-Saint-Denis et en région Île-de-France, ça a été après de partager cette expérience dans d'autres territoires. On va pour aller à la rencontre d'autres personnes, se nourrir de leur expérience, et c'est ce qui rend aussi notre projet plus fort, parce que ça nous permet justement de ne pas nous installer dans notre zone de confort et de se réinterroger. Quand parfois on joue à Nîmes et que quelques jours après on va à Lens, on a l'impression de ne pas du tout être dans le même pays, tellement c'est différent. Et du coup, ça nous amène vraiment à se... Et j'adore les deux coins. Voilà. Tous les coins de France sont fantastiques. Et du coup, c'est pour ça pour nous, c'est important de pas simplement s'ancrer dans un territoire, mais d'aller aussi à la rencontre d'autres territoires. Et ce qui nous a apporté aussi beaucoup de richesse dans nos réflexions et dans nos projets. Chef d'orchestre, c'est un rôle de manager. Alors, tu vis ça comment ?
quand on se retrouve face à tout l'orchestre, parfois ça m'arrive de diriger 50, 80, 100, 120 et plus encore de musiciens. Donc il y a toujours ce rapport d'une personne face à un groupe qui est jamais simple, face à un groupe avec des musiciens qui sont tous aussi très outillés, avec beaucoup de connaissances sur le répertoire qu'on va jouer, donc ils ont une idée très précise de comment ils aimeraient entendre cette musique. Donc le chef d'orchestre, il est là pour fédérer tout le monde, les emmener dans une même direction, susciter cette envie, justement cette envie de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque répétition, à chaque concert, de cette exigence. Et dans un groupe où parfois le percussionniste va peut-être être moins sollicité, alors que le violoniste va tout le temps jouer. Voilà, donc il y a aussi cet enjeu d'arriver justement à justement susciter cette motivation chez tout le monde. C'est aussi de faire le lien entre la scène et le public. Et c'est aussi beau ce métier-là par rapport à justement au lien qu'on peut faire avec le public. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place nous nos projets de résidence dans d'autres territoires, c'est d'avoir le temps de rencontrer le public. Là nous on a pu avec certains d'entre vous partager des temps hier, aujourd'hui, et je suis sûre qu'on gardera des liens. Mais c'est vrai que quand on fait un concert, on joue puis on s'en va, et c'est très plaisant pour nous parce que c'est notre métier, on adore faire de la musique, mais parfois c'est un côté frustrant parce qu'on ne rencontre pas les personnes pour lesquelles on fait cette musique. Et c'est aussi cette façon un peu différente, un peu innovante que nous on a voulu, c'est pouvoir créer du lien avec les publics autour de rencontres qu'on organise avant, parfois après les concerts, mais surtout avant, pour que justement, quand on se retrouve au moment du concert, on ait déjà eu une connaissance entre nous. Alors moi, j'ai essayé, en tant que chef d'orchestre, de développer des projets assez différents qui permettent de mettre en valeur aussi les qualités de chacun d'entre eux. Alors certains vont être plus à l'aise, par exemple, pour aller en milieu carcéral pour faire des rencontres avec les détenus, d'autres pour être dans la formation pré-professionnelle de nos jeunes artistes, d'autres pour être en soliste dans les musiques de jazz, d'autres pour être en soliste dans les musiques de la Méditerranée. Et puis aussi, parfois, on a commencé à mettre en place, alors c'est une démarche qu'on va continuer bien évidemment, avec des petits comités pédagogiques, artistiques, aussi aux musiciens de faire des propositions pour pouvoir construire ce projet, même si au final parfois il y a besoin d'arbitrer, c'est mon travail de le faire, mais voilà, mais en tout cas de contribuer à cette réflexion. Et moi je sais que toute seule j'aurais jamais pu réaliser ce projet l'Orchestre Divertimento, et je leur dois beaucoup, et c'est aussi cette énergie qu'il faut arriver à canaliser. Voilà, j'espère que vous, dans vos expériences en tout cas d'encadrement, de management, vous arrivez aussi à vivre de moments aussi beaux, parce que voilà, en tout cas l'aventure humaine, quand ça marche, c'est chouette, mais c'est pas tous les jours facile, je vous l'accorde. On est réunis ici, tu sais, pour travailler à la transformation de notre société et à la faire évoluer dans notre personne, dans nos entreprises et puis au-delà dans la cité. Toi, on voit bien par le parcours que tu as, la profession que tu as et l'engagement social, sociétal que tu as, que tu arrives à faire le lien. Tu peux nous partager un peu comment tu arrives à faire ce lien là, entre ces trois dimensions pour quelque part, ça puisse peut-être être un témoignage pour nous? On a essayé, nous, de faire en sorte d'équilibrer notre action avec à la fois toujours une réflexion artistique aboutie, mais aussi un engagement très fort auprès des publics et sur ces territoires-là. Et donc, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a essayé de faire coïncider ces trois dimensions. Après, comme je vous disais, c'est pas toujours simple parce qu'on joue aussi des fois dans des territoires où il n'y a pas forcément des salles très confortables. Voilà, il faut pouvoir y aller aussi. Donc, même pour nos musiciens, de temps en temps, c'est pas toujours simple. Et donc, il faut arriver aussi continuellement à leur remontrer l'importance et le sens que ça peut avoir. Est-ce que tu peux nous préciser comment Divertimento, comment vous êtes financé? Oui, alors Divertimento, on est financé, alors pas du tout de la même façon que beaucoup d'autres orchestres en France qui ont souvent des conventions avec l'État parce que ce sont des orchestres nationaux ou conventionnés. Nous, on est un orchestre indépendant sous format associatif parce que moi, je tiens aussi à cette indépendance-là, pour pouvoir... et puis de toute façon, l'État n'envisage pas de conventionner de nouveaux orchestres, mais parce que ça nous permet justement de pouvoir être souple, de pouvoir être libre, d'aller installer notre projet dans des territoires où on souhaite, qui nous invitent à le faire, avec des projets tels que ceux que je vous ai présentés. Après, ce qui n'est pas simple, c'est qu'un orchestre symphonique, vous êtes tous dans le milieu
de l'entreprise. Vous savez, si on prend une calculette et que vous comptez le nombre de musiciens, les charges, tout ce que ça représente, c'est un coût qui est quand même important. Et il faut pouvoir cette activité la financer. On a appris à construire différemment et à monter un projet avec une dimension économique différente de celle des autres orchestres, en s'appuyant justement sur toutes les collectivités, les territoires où on y va. Alors souvent, dans les territoires où on travaille, où on s'investit, il y a aussi beaucoup de besoins qui s'expriment. Donc malheureusement, ce n'est pas des territoires qui ont beaucoup de moyens à nous accorder. Donc ils nous en accordent un petit peu. Et puis après, nous, on essaie de négocier avec le ministère de la Ville aussi, par exemple au niveau de l'État. Malheureusement, le ministère de la Culture est un tout petit peu présent, mais vraiment pas assez malheureusement. Et après, en fait, on a nous aussi mis en place un système de production pour que nos recettes puissent financer une partie de notre activité. Et puis sinon, une partie très très importante de notre activité se fait au travers du mécénat individuel ou du mécénat d'entreprise. Quel témoignage tu peux nous faire de l'impact que cette formation musicale pour certains? Alors, tu parlais tout à l'heure du milieu carcéral, moi je parlais auparavant de l'école. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça produit comme effet, par exemple, auprès des enfants? Notre objectif, c'est pas de former des professionnels, mais c'est de faire en sorte que ces jeunes, par la pratique musicale, puissent justement développer des compétences qu'ils ont en eux et qu'ils n'avaient pas pu forcément toujours développer à l'école ou parfois dans le cadre familial. Et donc, ces compétences-là, justement, pour leur permettre d'être plus autonomes, de leur acquérir aussi une certaine méthodologie de travail également, aussi une certaine exigence. Et en fait, tout ce qu'on attend d'un musicien d'orchestre, c'est ce qu'on attend aussi d'une personne pour s'insérer dans la société et plus tard en entreprise. Et donc, du coup, pour nous, c'est très important, par la pratique musicale, par l'orchestre, de permettre à des jeunes enfants qui, parfois, dans des territoires, n'ont pas l'occasion d'avoir ces codes, de pouvoir développer ces savoir-être. Parfois, on se dit, tiens, on commence à le travailler quand ils ont 18 ans, 20 ans, mais c'est parfois trop tard. Et donc, nous, on essaye à ces jeunes de pouvoir les confronter à ça et puis surtout leur permettre de s'épanouir, de faire de la musique. Pour beaucoup d'entre eux, ça leur a permis en tout cas de croire dans leurs rêves et surtout de s'autoriser certaines ambitions qui n'auraient peut-être pas pu s'autoriser avant. Et nous, on a essayé par notre travail de cultiver chez eux une certaine persévérance, un travail. Et donc, c'est vrai qu'après 20 ans, on a été assez contents de voir que la pratique de la musique, même si on en était convaincus, et je pense qu'on l'est tous ici, que ça ne peut faire que du bien. Pour beaucoup, ça leur a aussi empêché de s'effondrer et pour beaucoup, ça leur a surtout permis de s'autoriser des grandes ambitions et de s'accrocher à des trajectoires qu'ils s'étaient fixées et qu'ils s'étaient surtout autorisées.
tous ensemble. Tout d'abord, on va les faire chanter. Chala, 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 zing, zing, zing.